Elle s'impose de plus en plus comme une des députées les plus influentes du nouveau Parlement guinéen. Mesdames et messieurs, notre invité aujourd'hui, Madame Jenab Camara, il est notre invité. Elle est notre invité, je suis habitué à dire, il est notre invité, Madame Jenab. Bonjour. Bonjour, Merci bonjour, d'accepter Monsieur notre Condé. invitation. Merci beaucoup. Jenab Camara, députée élue sur la liste de BOFA, députée uninominale, même si après la loi dit vous êtes député tout court à l'Assemblée nationale. Vous allez bien? Ça va, Dans votre merci. nouveau rôle de député, comment vous vous sentez depuis... C'est une première fois que vous devenez député? Oui, c'est la première fois que je suis élue, donc, mais avant tout, j'aimerais vous remercier Oui. déjà pour participer à cette émission que je Oui. suis avec grand intérêt avec d'autres invités. Oui. Et oui, c'est la première fois, comme je dis, je suis élue Ok. sur une liste, la liste RPG, en tant que députée nominale de BOFA. Mais comme vous le dites, c'est juste député de la nation pour défendre les intérêts de toute la nation guinéenne. Mais vous êtes de BOFA, parce qu'on ajoute même sur vos activités, sur votre prénom même, on dit la députée de BOFA. Vous êtes plus connue sur le pseudo, si on peut dire ça comme ça, la députée de BOFA, puisqu'il y a beaucoup de jeunes. BOFA, vous portez la responsabilité de BOFA aujourd'hui. Oui, et c'est une lourde responsabilité, mais cette responsabilité est venue même avant d'être députée. Ok. Où mon intention, c'était vraiment de mettre la lumière sur cette magnifique préfecture qui est BOFA, qui regorge d'histoire, qui regorge de ressources. Donc, c'est en cela que je vais commencer les activités à BOFA, même avant. Okay. Hein, d'être voilà, député. Donc ce sont les activités qui vous ont amené à solliciter la légitimité donc, de la jeunesse, des femmes qui m'ont demandé, ce n'était pas mon souhait au départ, qui m'ont demandé d'être leur représentant à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour cela que ça devait encore plus une responsabilité parce que ça émane vraiment de mes frères, de mes sœurs, de mes mamans. De BOFA. Vous en êtes fière, hein? Vous en êtes fière parce qu'aujourd'hui... J'en suis tellement fière. Et vous ne voulez pas arrêter. Et je me dis que, déjà personnellement, dans ma famille, il y a eu des ministres, il y a eu des hauts cadres. Oui. Mais c'est la première fois qu'il y ait un député dans ma famille. Okay. Donc pour moi, c'est vraiment... C'est un honneur immense. D'accord. Et je pense que c'est un héritage que j'espère laisser à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants. C'est une fierté pour moi. Jenab Camara. D'accord, en tout cas, on attendra au bout des 5 années voir ce que vous avez fait. En tout cas, c'est très bien parti parce que les gens, ils ont une bonne façon de vous voir en tant que député. Même si on n'aime pas le Parlement, je vais dire ça comme ça, on aime quand même Jenab Camara et sa façon de faire parce que parfois, elle est, comme on le dit, elle est anglo-saxonne, quoi. C'est de la pratique. Il y a beaucoup moins de pragmatisme. Merci du pragmatisme, justement. Ça vous a conduit à initier ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, ce à quoi on a participé parfois via les réseaux sociaux, le after-work politique. Qu'est-ce que c'est le after-work politique? Vous l'avez dit, je suis d'une culture anglo-saxonne. Oui. Et donc les after-works font partie en fait de la vie des sociétés, des entreprises. Et c'est là pour rapprocher un peu les collègues, donc de discuter des sujets très importants en dehors du bureau, dans un cadre un peu plus convivial. Et vous savez que notre pays a traversé des moments très difficiles ces dernières années, et où lorsqu'on mentionne politique, les gens sont très réticents, les gens sont sur la défensive. Et pourtant, il faut parler politique, il faut parler des sujets d'intérêt national. Oui. Donc nous nous sommes dit avec quelques députés de la 9e législature, et je voudrais signifier que c'est ce qui fait la différence, à mon avis, de cette législature. C'est que nous avons beaucoup de jeunes députés engagés et qui veulent faire les choses autrement. Et aussi affirmer notre légitimité. Parce que souvent, on nous dit que c'est des députés Covid, des députés mal élus. Vous avez tous les noms. Donc, si vous voulez, je peux vous en rappeler plusieurs autres après, mais on va l'avoir dans la discussion. C'était justement une opportunité de montrer différemment. Vous êtes obligé de le faire. À un moment donné, vous êtes obligé de... Et on est obligé, faire beaucoup plus. Surtout en plus que nous sommes jeunes. D'habitude, les députés sont en fin de carrière, ils sont vieux, donc ils n'ont plus rien à prouver. Nous sommes dans cette aventure, nous avons peut-être 30 ans, 40 ans de vie politique devant nous. Nous avons intérêt à avoir un bilan, nous avons intérêt à faire les choses pour que demain, on puisse avoir la tête haute. Et c'est dans ce sens que nous sommes dit, essayons de sortir les débats politiques de l'hémicycle, parce que nous sommes là, nous sommes élus par le peuple, mais parfois les projets de loi qui viennent du gouvernement ou les propositions de loi à l'Assemblée ne sont discutés qu'entre cadres. Mais nous sommes là pour porter la voix des sans-voix, la voix du peuple. Donc sortons un peu des débats de l'hémicycle et allons dans un endroit convivial, surtout avec les jeunes qui veulent savoir, qui ont soif de débats politiques. Donc dans un endroit convivial, je me suis dit, pourquoi ne pas initier des after-work? Donc, nous avons fait des recherches et ça existe un peu, surtout, je sais qu'en France, ça existe, en Angleterre.
faisons la même chose en Guinée pour que, enfin, les jeunes Guinéens puissent se parler sur des sujets d'intérêt national. Que nous ne soyons pas là en train Comment de ça parler fonctionne quand vous dites les jeunes doivent se parler? Parce que moi, je vais vous dire, hein, on se parle tous les jours sur Facebook en même temps. On attaque, on contre-attaque, voilà, on interjecte, et puis ainsi de suite. On ne parle pas, Ouais, nous, on ne débat on pas, peut vous dire que... on se critique, justement, on nous, insulte. c'est notre façon de faire en Guinée. Je peux vous opposer cela. Alors, quand vous dites les jeunes doivent se parler, comment ça fonctionne ça? Il faut changer cette façon. Comment? De toute façon, c'est justement leur créer un espace convivial pour que nous puissions débattre. Pas débattre de personnes, pas seulement de débattre de Mme Zinab Kamara en tant que personne, de professeur Alpha Condé, de Elhaj Seloudala ou de Elhaj Mohamed Silla. Débattons de sujets d'intérêt national, débattons de l'éducation. Quelle est la politique de l'éducation de notre pays, la politique sanitaire? Ce sont les débats qui vont nous faire avancer. Et c'est dans un cadre convivial, parce que nous avons l'habitude de voir les séminaires, les conférences. Sauf que dans un pays normal, on débat des sujets. Mais ici, du moment où le système politique est fait de sorte même qu'on est obligé de débattre des personnes, est-ce que vous pensez que ça peut changer? Mais d'où créer cet espace de convivialité? Et je pense que peut-être que vous étiez pas présent lors de la première édition. Je vous ai suivi en ligne. Vous avez, ben voilà, en plus on utilise le numérique parce qu'on voulait que beaucoup d'autres personnes puissent suivre les débats. Et ça a été fructueux. Il n'y a pas eu d'injures, il n'y a pas eu de dérapage, mais nous avons pu discuter. Le public, les jeunes qui étaient là, ont pu poser des questions, ont pu émettre leur avis pour pouvoir échanger. Et nous sommes dit vraiment, c'était un succès. Parce que nous avons également vu la plupart des partis politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, qui étaient là et qui se sont parlé. La plupart. Sauf que d'autres ne sont pas allés. Et on pourra même dire l'essentiel des partis politiques de l'opposition n'ont pas été, par exemple. Mais c'est pas grave, c'était juste la première édition. La deuxième édition arrive bientôt dans quelques semaines et nous allons encore envoyer des lettres d'invitation pour que tous les partis politiques nous envoient des représentants pour parler d'un sujet, bon, peut-être qu'on va en parler après, mais pour d'un sujet d'intérêt national, d'actualité. Vous pensez que ça se fera dans ces conditions-là? Parce que certains vous considèrent, et on va revenir dessus, peut-être certains vous considèrent comme le problème même à régler, vous, à l'Assemblée nationale. Donc, pourquoi il répondra à votre invitation? Vous savez de quoi je parle. Je parle, par exemple, de l'UFDG qui ne serait pas intéressé à participer à toute initiative émanant de ce Parlement-là. Et puisque vous êtes député de ce Parlement, l'UFDG ne voudra jamais venir. Et vous savez que l'UFDG, c'est quand même plus de 40% de l'électorat guinéen aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est dommage. C'est dommage. Oui, mais en même temps, il devrait y avoir une stratégie. Non, oui, c'est dommage, justement, qu'on ait une bonne partie de la population qui ne puisse pas vouloir s'intéresser au débat politique, au débat d'intérêt national. Je me dis, même si en tant que parti politique, ils ne veulent pas participer, mais c'est quand même des citoyens guinéens qui ont, j'en suis sûre, je suis convaincue de ça, que tous les militants politiques ont à cœur l'intérêt de ce pays. Donc même si tu ne viens pas en tant que militant, mais tu viens au moins en tant que citoyen qui veut contribuer. Parce que si le pays est en retard, mon cher monsieur Condé, ce n'est pas seulement la mouvance, c'est tout le monde. Et donc, c'est en cela que nous sommes dit, c'est à nous, justement, de faire ce pas. Nous, les députés, qui peut-être ne sont pas reconnus par une frange de la population, c'est à nous de faire le premier pas. Et petit à petit, peut-être que lorsqu'ils verront que nous ne parlons pas que de politique politicienne et que nous parlons vraiment des problèmes réels de notre nation, ça peut encourager, ça peut décrisper la situation. Mais si nous sommes là, nous parlons entre nous, quand on arrive à After Work, par exemple, je prends un exemple. Quand moi je veux aller à After Work, j'y vais comment? En tant que qui? Supposons que je suis militant d'un parti politique. Je vais en tant que citoyen ou je vais en tant que responsable d'un parti politique, par exemple? De quoi avez-vous réellement besoin, vous, des participants? Nous avons besoin de toutes les couches de la société civile, les militants, les partis politiques, les entrepreneurs. Parce que pour construire une nation, nous avons besoin de tous les acteurs pour débattre des sujets d'intérêt national. Donc, vous avez deux approches. Donc, il y a une approche sur invitation, où nous invitons tous les partis politiques à venir assister. La deuxième approche, c'est sur la plateforme After Work sur Facebook, où nous ouvrons les inscriptions et tous les citoyens de tous bords confondus peuvent s'inscrire pour venir participer. Pour ne pas fermer la porte, justement, c'est montrer en fait l'esprit d'ouverture
que nous venons donner à cet Pourquoi vous after n'avez work. pas fait ça avant d'être au Parlement, je veux dire? Parce que vous avez eu beaucoup d'initiatives. Vous aurez pu le faire avant. Peut-être ça aurait eu beaucoup plus de légitimité. Vous aurez convaincu peut-être le camp d'en face. Quand je parle du camp d'en face, je parle toujours de l'UFDG, de l'UFR et tous ceux qui ont combattu votre législature. Je suis en train de dire votre élection à ce niveau. Pourquoi vous ne l'avez pas fait Si, avant? pourtant, peut-être que je ne l'ai pas fait au niveau national, mais je l'ai fait à Bofa. Lors de mes tournées après les législatives, j'ai mis en place un cadre de concertation en tous les partis politiques dans toutes les sous-préfectures de Bofa. Vous pouvez aller sur ma page pour regarder. Et tous les partis politiques de l'opposition et même de l'UFDG ou l'UFR et du PADES ont répondu. Et j'étais très, très, très satisfaite. Ce cadre de concertation existe au niveau de Bofa. Et ça a montré la grandeur d'esprit de notre population. C'était mieux à Bofa, non? Au niveau de Conakry. Pardon? C'était mieux à Bofa, non? Vous voyez, c'était mieux à Bofa qu'à Conakry. Non, ça a commencé quelque part, justement. Donc, vous avez dit qu'on n'a pas initié. J'ai envie de dire que Bofa, tout le monde était là. Mais Conakry, vous avez quand même ce sentiment d'avoir pas tout touché, par exemple. Non, mais c'est un processus. On commence par Bofa, parce que je me dis j'ai une plus grande légitimité à Bofa. Et pour moi, je veux faire de Bofa un modèle de société pour notre pays. Pour moi, c'est un laboratoire. C'est pour cela que j'initie des choses. Je pense, je conçois, j'amène des gens pour que je puisse dire à Bofa, ça a marché, ça peut marcher partout en Guinée. C'est sûr. Donc, la deuxième étape, c'était maintenant au niveau national. Parce que je le dis toujours, et j'aime le répéter, peut-être qu'on va dire que je dis la même chose. Pour moi, il ne peut pas y avoir un développement national s'il n'y a pas de développement local. Au lieu de parler justement des sujets aussi importants, juste entre quelques cadres des partis politiques au niveau national, allons au niveau des communautés. Et je vais vous dire que ces gens-là sont beaucoup plus patriotes que nous à Conakry en train de nous lancer des flèches. Vous voyez, à Bofa, tout le monde était réuni parce qu'ils se sont dit, parlons maintenant développement. Arrêtons de parler politique à tout moment. Parlons maintenant développement. Parce que si je n'ai pas de centre de santé, ce n'est pas peut-être la faute des dirigeants à Conakry. Peut-être que nous n'avons pas identifié nos besoins. Si, par exemple, je n'ai pas d'électricité, ce n'est pas seulement une partie, c'est tout le monde. Rejoignons-nous. Regroupons nos efforts pour que nous puissions trouver la solution. Imaginez si nous avons ces cadres de concertation des partis politiques dans toutes les préfectures de la Guinée. Ça n'existait pas dans toutes les préfectures à Conakry. Ici, déjà, les partis politiques se retrouvent. Les femmes des partis politiques même se retrouvent à un moment donné ici. Mais vous savez, les gens, ils attendent souvent des financements de l'AIFES ou de telles institutions internationales pour pouvoir fonctionner. Et c'est ça mon problème. Et c'est ça mon problème. Peut-être que parfois on me dit que, voilà, nous sommes des pauvres qui ont un gros cœur. Mais je pense que c'est important pour nous, pour la construction de notre pays, que nous puissions prendre les responsabilités, surtout des sujets aussi importants. Comment arrivez-vous justement à faire ça? Mais avant de parler de ça, j'ai envie de dire si au bout d'une session d'afterwork, par exemple, vous avez discuté des problèmes, vous avez tiré des solutions, vous avez vos conclusions, vous en faites quoi? On a un débat justement au niveau du Parlement. Du Parlement? Sérieux? C'est ça aussi. Vous avez fait une proposition? Le afterwork, c'est pour nourrir nos débats, nourrir nos discussions au niveau du Parlement. Et donc, je vais vous l'annoncer par rapport à la deuxième édition qui va venir. Nous allons parler de quoi, à votre avis? C'est un sujet d'intérêt national. Nous avons été interpellés par presque tous les citoyens de notre pays. Lorsque je suis passée dans les médias, c'est tout ce qui revient. Donc, nous nous sommes dit, mettons ça sur la table. C'est la cherté des loyers dans notre pays, surtout au niveau de Conakry. Il s'avère qu'il y avait déjà une proposition de loi qui avait été mise sur la table du bureau de l'Assemblée nationale lors de la 8e législature. Une proposition qui avait été initiée par Honorable Habib Baldé et d'autres députés. Oui. Donc, on se souvient, il avait été soutenu par l'Honorable Mokhtar à l'époque et la société civile. Exactement. Oui, mais ça n'a pas prospéré. Il faut réchauffer. Et donc, c'est là, il nous a encore... Sauf que certains n'ont pas intérêt à ce que ça prospère, vous savez. Bien sûr, mais cette fois-ci, nous allons vraiment nous battre. Parce que c'est Djenab qui s'y implique, non, c'est pas parce que c'est Djenab. Ça n'a pas fonctionné il y a quelques années. Pourquoi ça va fonctionner maintenant là? C'est toujours les mêmes, vous savez. Déjà, au moins, c'était un début. D'accord. Maintenant, c'est une autre étape. Nous allons réchauffer cette proposition de loi. Nous allons en débattre justement lors du prochain after. Parce que comme je le dis souvent, ça a été proposé entre députés. Cette fois-ci, sortons de ce cadre-là, débattons de cette problématique avec tous les acteurs, pas seulement avec les locataires, mais avec les bailleurs aussi, qui ont peut-être parfois leur position aussi. Il faut les écouter. Et ces débats vont enrichir nous,
nos opinions, nos débats lors de l'examen de cette proposition de loi. C'est en cela que ces after-work sont importants. Pour nous, députés, pour que nous puissions tendre la main à la population, nous avons besoin de vous. Un député, c'est un représentant du peuple. Okay. Il y a cette plateforme de after-work. Il y a d'autres plateformes que nous avons initiées aussi en tant que députés. Honorable Madame Yassane Bintou Touré, elle a initié une plateforme qui s'appelle Allô, Madame la députée, justement pour recueillir les préoccupations des populations afin de les remonter à l'Assemblée. J'ai personnellement initié une plateforme aussi qui s'appelle Allô Citoyen, au niveau de Bofa encore, pour récolter les préoccupations et débattre à l'Assemblée. Parce que c'est ce qui nous manquait, je pense, dans les législatures précédentes. Okay. C'est qu'il n'y avait pas de cette proximité entre les députés et leur mandat. On ne les écoutait pas assez. On disait, il faut débattre à l'hémicycle, allez, mesdames, pour faire la reddition de compte. Mais avant la reddition de compte, il faut d'abord prendre les préoccupations en compte. Qui finance ces initiatives citoyennes, si on peut les appeler comme ça? Qui finance, par exemple, les after-work? C'est vous? C'est les députés, nous sommes réunis, chacun, voilà. Et je veux dire, les députés de tous les bords, ce n'est pas les députés du RPG à Canciel. De toute façon, nous considérons qu'ils sont tous de même bord, hein, à l'Assemblée. Oh non, mais vous serez surpris, c'est pour ça. Ils sont tous de même bord à l'Assemblée. C'est pour ça que je souhaiterais, et je vous invite personnellement de venir assister au débat pendant les commissions de travail. Parce que vous savez, à l'examen d'un texte de loi, ce n'est pas seulement en plénière où vous nous voyez lever la main, oui ou non. C'est tout un processus qui prend du temps. Et je peux vous dire que les débats sont très houleux, les débats sont très intéressants. Vous ne pourrez même pas voir la couleur des députés parce que vraiment, nous débattons de façon sérieuse. Vous n'allez pas nous convaincre avec ça, vous savez. Non, parce qu'au Parlement, en même temps, quand vous dites les débats sont très houleux, mais même autour du thé, les débats sont houleux entre des amis. Vous voyez, ça peut être pareil à l'Assemblée nationale. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les mêmes intérêts. Nous, on pense, par exemple, que ceux qui sont à l'Assemblée nationale, vous avez tous le même intérêt. Tous le même intérêt. Donc, du coup, vous ne pouvez pas... C'est la Guinée, c'est ça. La Guinée, oui, c'est ça. En même temps, mais il y a les intérêts particuliers de certains, peut-être pas vous, ou peut-être vous, mais chacun a un intérêt qu'il a envie de défendre quelque part, qui n'est pas celui des autres. Aussi, tout le monde a un intérêt dans la vie, c'est normal. Oui, mais si ça passe pas... Mais notre intérêt, c'est l'intérêt du peuple, parce que c'est le peuple qui nous a, en tout cas, qui a... Vous savez, ça c'est le discours des politiques, ça. Non, mais chacun son métier. Vous voyez, le discours de journaliste, c'est le discours des politiques. Alors, c'est le discours des politiciens dans ce cas, des mauvais politiques. C'est pour ça qu'on veut faire la politique autrement. Ils ont fait en sorte que nous croyons que la politique c'est mal faire. Vous avez la responsabilité que nous avons alors. Pour une couverture, j'ai entendu des politiques parler, j'ai été sidéré parce que pour eux, il suffisait juste de distribuer un sac de riz et puis quelques sommes. Et les gens, ils votent. Non, ça suffit. Ça suffit plus. Ça suffit. Et je vais vous étonner parce que justement, c'était pour le RPG arc-en-ciel. Vous voyez, c'est quelque chose. C'est comme ça, les gens, ils retiennent. Oui, mais justement, ils retiennent. Et c'est à nous maintenant. C'est pour cela qu'on est un peu partout. Et on dit elle a trop d'initiatives, elle est un peu partout. Justement, c'est pour montrer qu'on peut faire la politique différemment. Peut-être que moi, comme je dis, j'ai une autre culture de faire la politique. C'est pas cette politique sur les résultats. On ne parle pas seulement de ce qu'on va faire. Avant que je sois députée, j'ai posé de petites actions. On se dit, celle-là, elle a déjà fait sa campagne avant même de venir faire campagne. Et pour moi, même en tant que citoyenne, je juge en fait les politiciens sur les actes qu'ils posent, pas sur les grands discours. Moi, de toute façon, je ne suis pas une personne de grands discours. Je ne parle pas beaucoup. On me dit souvent, pourquoi vous nous parlez? Vous êtes une citoyenne modèle. Pourquoi vous ne passez pas dans les médias? Vous savez quoi? On a l'impression que vous êtes plus efficace et c'est ça notre peur. Moi, personnellement, j'ai peur que vous ne soyez plus efficace en tant que citoyenne qu'en tant que politique. Je me dis, par exemple, c'est vous contre le système. Vous étiez une citoyenne modèle. Vous avez des initiatives citoyennes que vous tentez de financer ou de faire financer par vos relations et qui aboutissent à des résultats concrets que vous présentez. Mais là, vous étiez citoyenne. Maintenant, vous êtes femme politique, il y a tout un système devant vous qui pourrait vous engloutir et puis vous y conformer avec, et puis voilà. Ça va devenir comme les autres. Mais femme politique, c'est comme si... Vous savez, beaucoup sont passés de là où vous êtes passés en même temps. Quand vous dites femme politique, c'est comme un métier. Vous êtes journaliste. Je sais. C'est ça, donc chacun son métier. Vous n'étiez pas dans le système politique, alors si je peux parler en français facile. Avant, vous n'étiez pas dans le système politique. Maintenant, vous êtes dans le système politique. Avant, vous n'étiez pas à la recherche permanente d'électorat. Vous n'avez pas besoin de mandat. Vous le faisiez peut-être de façon désintéressée parce que vous sentiez ce besoin. Vous sentiez ce besoin citoyen de faire des choses pour des populations.
parce qu'ils c'est souffrent. toujours la Mais même chose. maintenant, là, vous avez Oh besoin là là d'être là 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 réélu. là là Vous là avez là. même besoin de plus. Qui sait, peut-être dans 15-20 ans, vous serez candidate à la présidentielle. Mais attendez, Comme ça, vous aurez fait mais des c'est trucs. justement, Mais mais ça continue, donc c'est pour ça que juste. je Alors, on a peur continue que vous ne soyez à parler. englouti par le système. Madame, voilà ce que je suis en train de Mais dire. pour À un moment donné, changer- vous allez oublier pour votre... changer le système, il faut être dans le système. Il faut D'accord. améliorer le système. Je ne sais pas s'il y a quelques jours, Sauf qu'il ne faut pas se j'étais- confondre non, avec le... écoutez, il y a quelques jours, j'ai lu un article de Monsieur Diallo, Ibrahima Diallo du FNDC. OK. J'étais très agréablement surprise lorsqu'il a fait un témoignage de la contribution des Je l'ai lu citoyens aussi. pour changer la donne contre la lutte contre la corruption. Vous Mais étiez chef de cabinet J'étais chef de cabinet, donc j'étais déjà... au ministère de l'Enseignement donc j'avais déjà un supérieur. peu un pied dans le système. Mhm. Mais en tant que... Parce que moi, c'est ce que j'ai étudié, la gestion de l'administration publique. C'est Je ça. sais. J'ai fait mon master. Donc, comment s'assurer que nous avons une administration au service du public? C'est ce que j'ai étudié. Donc, se mettre à la disposition du peuple, être proche, communiquer pour rendre un service efficace. Lorsqu'il est venu me voir, non, pas me voir, c'est sur Twitter, parce que je suis très présente aussi sur les réseaux sociaux, il a posté quelque chose sur Twitter et directement, je lui ai envoyé un message. Je lui ai envoyé mon numéro de téléphone, il a appelé, on a discuté. Je lui ai dit, venez me voir, parce que c'est important que je puisse savoir ce qui s'est passé, parce qu'il nous faut qu'on lutte contre la corruption dans l'administration publique. On s'est vu. Je lui ai demandé des preuves. Il est parti prendre une vidéo, effectivement, de l'agent qui lui a soutiré 10 000 pour déposer un courrier. Il est revenu me voir. Avec la preuve, j'ai appelé le chef de service de cet agent. Je suis partie voir mon ministre et nous avons pris les sanctions contre cet agent. Donc, c'est pour dire que... Peut-être même que vous n'avez pas très bien expliqué qu'Ibrahim, parce que dans un premier temps, vous lui avez dit, vous n'avez pas de preuves, je ne peux pas le sanctionner, mais quand même, je note. Il a allé chercher une preuve. C'est moi qui lui ai demandé, allez, peut-être prenez une vidéo, etc. Comme ça, nous avons une preuve. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que c'est dans ce système-là que nous pouvons. Parce qu'après, ça a été une leçon. Là aussi, vous n'étiez pas à la recherche de mandat, madame. Mais peut-être je taquiner avec ça. Vous savez, vous avez même pas me taquiner. Je vais vous emmerder avec ça. Je peux plus tard. Non, c'est pour vous dire, au fait, vous n'étiez pas dans le système. Vous étiez encore bénéficiaire des décrets. Vous n'avez pas besoin. Là, et c'est pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir un décret. On n'a pas besoin d'avoir un mandat électif pour pouvoir contribuer un mandat électif, c'est différent. On a peur pour vous, madame. Vous savez, on vous regrette au ministère de l'Enseignement supérieur. On pensait que vous alliez être ministre de l'Enseignement supérieur. Vous l'avez refusé. Vous préférez être député. Oui, parce que je me dis qu'on peut aussi faire les choses différemment. On a besoin de compétences et dans l'administration et au niveau du Parlement pour faire bouger les choses. Parce que l'État, parce qu'en Guinée, nous pensons que tout repose sur l'exécutif, le président, le gouvernement. Les autres branches du système ont également un rôle important à jouer. Notre constitution a fait de sorte que le président est super puissant en même temps. Ouais, c'est normal, l'exécutif est très très puissant. L'exécutif est là pour exécuter ce qui a déjà été voté par le Parlement. Donc le Parlement a un pouvoir sauf que c'est l'exécutif, madame. N'entrez pas dans le système, vous voyez, parce que c'est un peu plus compliqué. Ce sont les volontés de l'exécutif qui généralement sont adoptées par le Parlement, parce que l'exécutif est généralement majoritaire à travers son parti politique au Parlement. Vous n'allez pas me dire que le RPG... Non, notre mouvance, mais on accompagne le gouvernement, c'est normal. Justement, je suis d'accord avec vous. Mais vous voyez, il n'y a pas de différence entre l'exécutif et le Parlement. Et comment on peut accompagner le gouvernement, notre position? En validant comme dans une chambre de passage toutes les propositions du gouvernement en même temps. Vous voyez, c'est comme ça que vous accompagnez le gouvernement. Parce que c'est quand même notre gouvernement. Donc, il faut que ce gouvernement puisse réussir. Et je le dis toujours, la réussite de ce gouvernement, c'est notre réussite. Parce que nous allons battre campagne sur leur bilan. Pour dire ce que le président de la République a fait, le gouvernement, ça nous arrange que ce gouvernement puisse réussir. Et pour cela, il faut les accompagner. Mais les accompagner comment? C'est aussi faire des critiques constructives de temps en temps, attirer leur attention. Et lorsque, par exemple, je suis partie... À chaque fois, je suis obligé de vous interrompre parce que c'est comme si c'était des discours que j'ai déjà entendus d'autres politiques qui étaient à votre place il n'y a pas très très longtemps, et même s'ils ne sont plus députés. C'est la même chose. C'est la même chose, au fait. C'est la personne qui diffère, la personne qui parle. Mais alors, M. Condé, moi... Jugez-moi sur les actions. Non, vous personnellement, j'ai commencé par vous le dire. Vous personnellement, non, on n'a pas de problème avec vous. Mais le système, madame. Mais bon, d'accord, on va clôturer sur After Work. J'ai compris que ça vient chaque 2 mois. Mais regardez, M. Condé, ne baissons pas les bras. Non, on ne baisse pas les bras. Le système a été mis en place depuis presque 60 ans. Donc, le changer de tout d'un coup, ce n'est pas évident. Mais il faut la volonté de tout un chacun. Et c'est pour ça que j'attire l'attention de cette jeunesse consciente.
qu'il faut s'impliquer en politique. N'ayez pas peur. Parce que si tout le monde fuit la politique, tout le monde fuit la politique, mais nous allons laisser un boulevard à d'autres qui n'ont peut-être pas les mêmes compétences, qui n'ont pas les mêmes envies, le même patriotisme. Et mais nous gérer, après nous allons nous dire, ben, peut-être ça a été le péché de la jeunesse. Hein. Comment ça se fait que lui, il peut être ministre ou bien lui, il peut être député? Mais pendant que vous, monsieur, madame, cravate ou tailleur, dans le matin, dans votre voiture, vous allez travailler dans le secteur privé, gagner vos millions, et que monsieur lambda, qui n'a pas de diplôme, diplômé sans emploi, ou bien diplômé sans emploi, est dans le quartier tous les jours avec le jeune en train de faire le thé, et parfois il leur donne 5 000, 10 000, ben c'est lui le leader du parti, du quartier. Lorsqu'il y a des élections, les partis politiques vous le prennent comme leur directeur de campagne dans le quartier. Oui. Vous pensez que les gens ne vont pas le suivre? Les gens vont le suivre. Et après la campagne, qui on va récompenser? Ce n'est pas monsieur, madame, cravaté tailleur qui va à son bureau tous les matins. C'est lui le leader d'opinion du quartier. Et après, on va de façon classique, c'est comme ça. Hein? Mais lui, comment ça se fait que lui, il peut être directeur dans ce pays? Ah, mais parce que... Parce que tu n'as pas voulu être directeur. Donc c'est ça aussi le problème. Mais imaginez un cadre qui a un parcours, un background dans le privé, dans les instituts internationaux, dans les ONG, qui se met dans la politique et qui parle concret, structuré, et qui peut attirer des projets dans sa localité, qui peut attirer des investisseurs dans sa localité, qui peut débattre des propositions de loi constructives. Vous ne pensez vraiment pas que ce pays va changer? Ce pays va changer. Avec des personnes qui aiment ce pays et qui ont les compétences. C'est vous peut-être qui allez changer, vous savez. De pouvoir le pays. À chaque fois, je suis en train de dire. Je vous comprends parfaitement ce qu'il y a. Il y a eu des groupes de jeunes qui sont arrivés, mais nous avons affaire à un système qui décourage. Moi, je vous encourage. Hein. De toutes les façons, vous savez, tout le monde vous accompagne jusque-là. De toutes les façons, vous faites bien ce que vous faites pour le moment. Mais je ne le fais pas seul. Je ne le fais pas seul. Je le fais pas seul. Et j'ai eu l'opportunité de le faire grâce au président de la République. Qui a tendu la main à cette jeunesse et surtout aux femmes. Il le dit toujours, les femmes, ne vous asseyez pas. Allez tirer, allez prendre votre vous avez pouvoir. Des limites. Et ça, ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourdes. Parce que nous avons beaucoup plus de femmes qui s'engagent maintenant et qui n'ont plus peur de la politique. Et franchement, ça, j'en suis fière. Parlons-en justement, les femmes. À l'Assemblée. Oui. Cette année, elles sont c'est moins qu'avant. C'est moins qu'avant. Oui, l'ancienne législature, il y en avait 26. Il y avait 26, maintenant il y en a combien? 21. 21, 5 femmes de moins. Pourquoi on a pris la place de ces 5 femmes-là? Mais demandez aux partis politiques. Demandez aux partis politiques. Peut-être le RPG aurait pu présenter au moins 50 femmes. Parce que c'est comme ça. Normalement, il y a la loi sur la parité. Il faut quand même cette parité sur les listes électives. Donc, il faut le travail. Ce ne fait pas à l'Assemblée. Le travail se fait en amont, dans les partis politiques. Qu'il y ait plus de femmes qui soient à des postes de responsabilité, plus de femmes qui sont sur les listes. Comme ça, lorsqu'il y a des votes, on aura plus de voix de femmes. Ce que j'avais envie de comprendre, c'est comment les autres femmes ont réussi à s'imposer jusqu'à avoir une trentaine de femmes à l'Assemblée. Et maintenant, on a moins de femmes. Ça veut dire que les femmes ont manqué d'envie ou les hommes ont compris que les femmes doivent rester... Après, j'ai pas envie derrière. Non, mais les hommes pensaient qu'ils veulent. Oui. Je pense que maintenant, c'est aux femmes, c'est à nous, comme dit, de prendre nos responsabilités. Vous êtes, par exemple, sur la liste. Vous vous êtes imposé ou on vous a imposé? Non, mais moi, je ne me suis pas arrivée sur la liste comme ça. Comme je dis, j'ai été sollicitée pour être sur la liste du RPG. Mais vous savez, RPG à Bofa, il y en avait beaucoup qui étaient candidats. Ben voilà, après, il y a eu des primaires, les primaires, pardon. Donc, c'est suite aux primaires que après... Primaires au RPG? Oui. Ça, c'est la nouveauté. Non, pas seulement. Dans les autres préfectures aussi. Il y a eu des primaires, parce qu'il y a eu beaucoup de candidats. Et vraiment, c'est passé. Où le président de la République vient dire, toi, tu n'es pas élu, je ne valide pas votre liste là. Madame, quand même. Mais pour la liste de Bofa, en tout cas, il n'y a pas eu à redire, parce qu'il y avait au moins 7 candidats. Du RPG Arc-en-Ciel. Du RPG Arc-en-Ciel, nous sommes venus, chacun est venu. Vous aviez plus de carnets? Non, à Bofa. Un carnet bien fourni, mieux fourni que les autres, oui. À Bofa, mais c'était local, donc les gens connaissaient plus. Comme j'ai dit, les gens se sont dit, elle a fait sa campagne même avant de pouvoir prétendre être députée, avec toutes les activités. Et c'est dans cette logique que je veux même que les femmes soient. Mettons, posons des actes. Le peuple est toujours reconnaissant. Alors, dites-moi, honorable. On doit vous appeler honorable, même si dans la Constitution, l'honorable n'est pas marqué. On dit vous prenez juste le titre de député. Oui, honorable. Ah non, député simplement. Je l'exige. Honorable. Alors, dites-moi, honorable. En quoi devrions-nous être fiers de cette législature? Honnêtement.
quand on sait dans les conditions dans lesquelles vous avez été élu, je vais dire les députés de cette nouvelle législature, les conditions dans lesquelles vous avez été élu, tout ce qui s'est passé avant que la législature ne soit mise en place et aujourd'hui, en quoi un citoyen guinéen peut être fier de cette législature? Premièrement, c'est l'envie de relever le défi de tous les députés, justement, vu les conditions dans lesquelles nous sommes arrivés à l'Assemblée. Vous avez des députés, comme je dis, engagés. Et ça, je peux le témoigner. Engagés pour faire avancer les choses dans l'intérêt du pays. Deuxièmement, cette nouvelle façon de faire, pour dire, le président Amadou Damaro Camara a impulsé une certaine dynamique au niveau de l'Assemblée. Pour dire qu'il faut que nous soyons dans des cadres de travail adéquats pour examiner les lois. Vous avez vu la différence dans nos locaux. Oui. Il y a une année, maintenant... Ça, on peut noter. C'est vraiment visible. On a l'impression que c'est la Maison-Blanche. Vu d'une autre face. Nous espérons que ce sera plus que cela dans notre nouveau siège. Donc, il y a déjà mettre ce cadre adéquat de travail en place. Et il y a également cette façon d'avoir cette proximité avec le peuple. D'où toutes ces initiatives pour dire que nous sommes là, pour que le peuple pour que nous soyons la voix de ce peuple. Et c'est ça, en fait, pour nous, députés, c'est une fierté, pour dire que nous sommes dans un cadre où nous savons que nous pouvons contribuer. Nous pouvons contribuer pour porter la voix des mandats qui nous ont donné leur confiance pour venir les représenter au niveau de l'Assemblée. Il y a également la digitalisation. Nous sommes dans l'ère de la digitalisation. Donc, avec Covid, nous avons dit que c'est une opportunité également de pouvoir moderniser notre administration en introduisant la digitalisation. Nous avons créé notre site, nous avons mis l'accès au Wi-Fi dans tous les bureaux. Donc, chaque député peut avoir accès pour faire des recherches, pour aller se documenter, etc. Donc, toutes ces initiatives ont permis vraiment, en une année, tout ce que nous faisons, ça fait seulement une année, justement pour dire que nous sommes sur la bonne voie. Et il y a de bons retours, même de nos constituants, pour dire que maintenant c'est accessible, l'Assemblée est accessible. Nous pouvons également interpeller nos députés à travers les réseaux sociaux. Les députés sont plus présents sur le terrain. Moi, personnellement, avec d'autres députés de la Basse-Côte, nous faisons le tour des préfectures pour aller s'enquérir un peu des réalités sur le terrain. Il y a les députés de Dubreka, de Fourekarea et de Matoto. Donc, nous avons fait des tournées dans ces préfectures pour aller déjà suivre les travaux du président de la République, les travaux de la NAFIC, voir l'évolution des travaux, parce que ça fait partie de nos prérogatives également, le contrôle de l'action gouvernementale. Aller dans les zones impactées des mines, ce que j'ai fait il y a 1 mois et demi, pour aller discuter directement avec les populations. Un rapport a été envoyé à l'exécutif pour soulever un peu tous les problèmes. Ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. Je suis en train de vous demander un exercice un peu périlleux. Je sais que le débat est ringard, peut-être à ce niveau, de la façon dont vous avez été élu et tout ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'il y a une partie des citoyens guinéens qui ne se sentent pas représentés à l'Assemblée, dont vos activités ne les concernent pas du tout? Comment vous percevez ceci? Ceux-là, qu'est-ce que vous leur dites? J'ai envie de dire... Est-ce que vous comprenez leurs sentiments et qu'est-ce que vous faites à leur endroit où vous vous dites, bon, de toutes les façons, on est représenté par la majorité? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, c'est pour cela qu'on veut tendre la main pour dire la Constitution de mars 2020, c'est la nouvelle Constitution guinéenne. Qu'on aime président Damaro, qu'on aime Honorable Djalikatou, qu'on ne l'aime pas, c'est le texte réglementaire dans notre pays. En vigueur. Et en tant que citoyen, ne regardons pas les personnes. Vous avez cet outil en votre possession pour que vous puissiez contribuer au débat dans notre pays. Ce serait dommage, ce serait vraiment très dommage que vous soyez en marge de cela. Mais comment on peut participer à un débat lorsqu'on ne reconnaît pas les instruments en débat? Non, et les instruments qui permettent de faire ce débat. Il y en a qui ne le reconnaissent pas en réalité. Mais M. Condé, oui, c'est justement ça le problème. Parce que vous voyez, comme je le disais tantôt, on considère que vous êtes le problème. Non, c'est pire. Non, ça ne se passe pas comme ça dans une démocratie. Vous voyez, quand on est battu, on sait que vous êtes... Tout le monde ne peut pas être d'accord dans une démocratie. La majorité des Guinéens ont voté pour cette constitution. Non, justement, c'est que ce n'est pas la majorité des Guinéens, justement. C'est une partie des Guinéens qui a constitué une majorité qui a voté. Il y en a qui n'ont pas voté.
Parce qu'ils Mais ont c'est leur senti que- droit de ne pas voter. Oui, Attends, mais pourquoi ils n'ont pas voté? Mais le Parce que droit- les conditions le droit- pour qu'ils votent n'ont pas été établies. C'est ce que je suis en train de vous dire. D'après eux, Aujourd'hui, ils ça, sentent c'est que... les sentiments. Ça, c'est leur sentiment. Non, c'est pas leurs sentiments, ce sont des faits, madame. Vous ne pouvez pas les nier ou vous voulez les écarter? Mais il y a une majorité des Guinéens qui ont décidé de voter pour cette constitution. Il y a une autre minorité, parce que je dirais minorité, peut-être qui a fait beaucoup de bruit, mais c'est quand même une minorité, qui a décidé de ne pas faire partie de ce jeu politique. Mais c'est aussi leur droit de ne pas voter. Mais dès lors où la majorité a voté, même si c'est une majorité plus 1, c'est comme ça, c'est ce que les règles Le démocratiques problème, disent. c'est que ce n'est pas une majorité, madame. C'est une partie qui a constitué la majorité. D'après la majorité dans un jeu démocratique, c'est quoi? C'est les personnes qui ont voté. Donc, même si c'est 10 personnes qui ont voté, 90% n'ont pas voté, la majorité, c'est sur les 10. Pour que cela soit dit dans une démocratie, vous le savez avec moi, il faudrait que les règles du jeu soient équilibrées. On a découragé certaines à y participer, on a créé les conditions pour qu'ils ne viennent pas. Donc vous ne pouvez pas parler d'une majorité, madame. On est découragé. Mobilisons toutes les personnes qui sont de notre bord à aller voter, sanctionner le parti qui a soumis cette Comment proposition. comptez-vous résoudre un problème où on pense que vous êtes le problème? Non, mais c'est ce que je lui ai dit dès le début. Nous ne voyons pas comme le problème. On se dit que lorsque vous êtes leader de toute façon... Moi, c'est mon souci. Oui, non, mais lorsqu'on... Que ceux qui sont là vous perçoivent comme le problème et que vous tentez de leur proposer des solutions en réalité. Personne ne fait l'unanimité et c'est normal. Donc ça veut dire quoi aujourd'hui? Lorsque vous êtes leader, il faudrait les laisser et continuer. Non, vous êtes des personnes qui vous allez faire quoi, par exemple? Mais vous avez aussi des personnes qui sont sceptiques. Mais c'est normal. Donc c'est à nous maintenant justement d'aller vers ces personnes sceptiques pour que nous puissions initier ce débat pour dire ne regardez pas la personne. Mais pour l'instant, nous avons un cadre juridique qui est là. Mais comment vous pouvez contribuer à pouvoir améliorer ce cadre juridique? Et moi, je le dis souvent, c'est dommage que une partie, donc notamment l'UFDG, l'UFR, ne soit pas à l'Assemblée, parce qu'ils auront encore enrichi le débat au niveau du Parlement.